La volonté de restructurer les pratiques économiques traditionnelles au profit de l'humanité et de l'environnement est en hausse. Ce changement de paradigme est connu sous le nom de mouvement de la nouvelle économie. Des centaines d'innovations à travers le monde se développent grâce à des modèles non conventionnels. Nombre d'entre elles ont leurs racines dans les coopératives et les coopératives de crédit qui défendent depuis longtemps la démocratie économique. Ce qui suit sont les histoires de ceux qui luttent pour une nouvelle économie. Should we just double check our engine? Il semble qu'une multitude d'événements incite les gens à expérimenter, à explorer et à rechercher quelque chose de différent. Nous vivons une époque fascinante où la société commence à comprendre que les anciennes méthodes ne sont plus efficaces. Non seulement sur le plan économique ou écologique, mais aussi sur le plan humain. On peut considérer la coopération comme une pratique éthique et bienveillante. On peut aussi la considérer comme quelque chose que les gens doivent faire. Prendre son travail et s'organiser politiquement. Il ne s'agit pas d'un sujet délicat. Il s'agit de faire travailler le monde. Nous sommes en pleine transition. Et ce qui m'apparaît remarquable, c'est que les gens la ressentent profondément. Nous devons trouver le moyen d'aligner l'économie humaine sur les principes et les modèles qui tendent à fonctionner dans tous les systèmes vivants. C'est l'essentiel. Le défi consiste donc à trouver comment changer les moteurs d'un avion tout en le maintenant en l'air. Et si nous pouvions réellement jeter les bases d'un monde coopératif? À quoi ressemblerait-il? Qu'est-ce qui serait libre et passionnant? Qu'est-ce qui serait généreux? Qu'est-ce qui serait moral? Qu'est-ce qui serait passionnant? Libérateur? C'est de ce genre de direction dont nous parlons. Nous sommes au point de départ. Nous commençons à explorer des conceptions qui nous amènent au-delà du capitalisme et du socialisme du XXe siècle. Beaucoup de gens commencent à dire qu'il doit y avoir une meilleure façon de faire. Vous parlez de changer le système? Tout le système? C'est de cela qu'il s'agit. Mais cela signifie que les gens doivent vraiment commencer doucement, mais viser haut. Le logement est l'une des principales institutions sociales. Grâce à la technologie et aux philosophies ouvertes et collaboratives qui ont émergé ces dernières années, nous avons l'opportunité de repenser non seulement le fonctionnement de l'environnement bâti, mais aussi celui des principales structures de la société. J'espère lancer le projet dans lequel nous nous trouvons actuellement. Il s'appelle le Red Victorian, un hôtel bed and breakfast de 20 chambres qui existe depuis 100 ans. Nous l'avons repris il y a environ 1 an et l'avons transformé en ce que nous appelons un hôtel de cohabitation. Le Red Victorian est une nouvelle façon d'envisager la maison et le logement au XXIe siècle.
Il s'agit d'une combinaison d'hébergements résidentiels à long terme, mais d'une manière très flexible, avec des options de logement à court terme. Nous avons donc des gens qui séjournent ici pour une nuit, un mois ou pour une durée indéterminée. Notre objectif est de répondre aux besoins de la population nomade moderne et créative. Les gens voyagent souvent, travaillent tard ou ont des emplois du temps très différents. Nous n'avons pas de hiérarchie particulière et je ne me qualifierai certainement pas de patronne ou de gérante. Soit nous sommes tous gérants, soit. Vous pouvez l'envisager de différentes manières, mais il s'agit d'un espace géré de manière coopérative. Lequel regardons-nous? Puis-je vous montrer quelque chose? Bien sûr. La façon dont nous prenons les décisions au Red Victorian est ouverte à tous les membres de la communauté. J'ai rencontré le ministère de la Santé publique qui m'a présenté quelques options pour nous conformer rapidement au code sanitaire. La première serait de devenir officiellement un bed and breakfast. Nous devrions alors fournir le petit déjeuner et les services associés. Seuls les employés et les aubergistes, dont la définition reste floue, pourraient préparer la nourriture et les clients ne pourraient ni en fournir ni y accéder par eux-mêmes. C'est tellement stupide car cela empêche d'innover et expérimenter des nouvelles pratiques. En fait, nous n'entrons dans aucune des cases qu'ils nous attribuent. Ils peuvent dire, en gros, que nous devons fermer l'hôtel car il n'est pas conforme. Nous assistons à une époque où diverses économies commencent à prospérer et le gouvernement ne sait pas quoi faire. Mais cela semble avoir été rédigé pour un B&B à gestion familiale. C'est ce que j'en comprends. Les chambres d'hôtes familiales, ça existe, non? Oui, en fait, il s'avère qu'un hôtel de cohabitation est une chambre d'hôte familiale. Qui l'aurait cru? Merci à tous d'être venus ce soir. C'est notre dîner du mercredi au Red Victorian. Pour ceux d'entre vous qui ne sont jamais venus ici, le Red Victorian est notre maison. Je suis vraiment inspirée par le fait de vivre parmi des gens qui accomplissent des choses extraordinaires dans le monde et d'être en contact avec eux. Nous pouvons offrir un environnement et une structure qui non seulement nous permettent d'être en contact avec ces personnes, mais qui soutiennent et amplifient le travail qu'elles accomplissent, en leur facilitant la tâche et en leur permettant, espérons-le, de rencontrer d'autres personnes qui les inspirent. Je pense que pour moi, un aspect très intéressant d'avoir un bâtiment physique, c'est que cela permet littéralement d'offrir un espace où tout un groupe d'humains peut entrer. Et quand vous franchissez cette porte, nous vous disons, les règles sont un peu différentes ici. Nous aimons beaucoup jouer avec cela, en disant aux gens, en fait, ici, vous avez un mot à dire. Puis, nous l'observons, comment cela fonctionne. En fait, cela n'a pas très bien fonctionné. J'ai compris ce qu'était la coopération, car j'ai une formation de musicien, et bien sûr, lorsque nous jouons de la musique de chambre ou tout autre type de musique qui n'a pas de chef d'orchestre, nous devons trouver des moyens de coopérer. Vous savez, la plupart des musiciens répètent en grognant, en échangeant des regards ou en faisant des grimaces. C'est être capable de vraiment écouter l'autre personne, les autres trois en fait. Vous essayez en quelque sorte d'entendre trois voix dans votre tête en même temps lorsque vous regardez votre propre musique et que vous jouez ensemble. Donc vous vous retrouvez en quelque sorte dans le flux en tant que groupe. Je pense qu'on devrait s'entraîner d'abord sur le numéro 1, puis passer au numéro 2. Allons-y étape par étape, en commençant avec quel par le premier? Nous faisons partie d'une groupe, chacun de nous a un rôle à jouer et parfois nous échangeons nos rôles. C'est donc une vraie conversation, une sorte de vie luminescente qui communique et s'amuse. Nous sommes sur environ 1 acre et demi de terrain urbain. C'était un parking.
Grâce à un partenariat avec Concorde Pacifique, nous avons pu cultiver ce terrain. Nous sommes donc une ferme urbaine. Nous avons certainement ressenti un grand besoin dans le quartier du centre-ville où il n'y avait aucune activité agricole. Une entreprise sociale axée sur l'agriculture avait le potentiel non seulement de fournir un travail valorisant, mais aussi un certain nombre d'autres aspects curatifs qui se produisent naturellement en travaillant le sol, en cultivant des plantes vivantes, en prenant soin de quelque chose et en nourrissant d'autres personnes. Nous avons donc 5 fermes, chacune étant différente. Elles se trouvent dans des quartiers différents. Chaque ferme fait des choses différentes. Il s'agit d'un verger, par exemple. Pacifique et Carroll, notre plus grand site et notre plus grande production, est le premier à Clark, un acre entier de 16 000 pieds carrés de tunnels non chauffés. Nous produisons des tomates, des poivrons, des melons, etc. Nous devons donc, en raison de l'intensité et de l'ampleur de l'opération, utiliser au maximum le temps et l'espace. Donc, dès qu'une récolte est terminée, hop, on replante. Il y a des personnes qui utilisent ces mots « agriculture urbaine ». Personne n'avait jamais entendu ces deux mots ensemble quand je les ai décrits. Genre, quoi? Et nous avons senti le besoin de démontrer qu'il était possible d'avoir une entreprise prospère axée sur l'agriculture dans la ville, tout en répondant aux besoins de la population. Nous avons dû amener la ferme en ville. Nous avons dû créer, à l'intérieur de ces boîtes, tout un écosystème. C'est un peu fou, imparfait, mais il a du potentiel. Nous fournissons des emplois à des personnes confrontées à des obstacles. Parfois, il s'agit d'une dépendance ou d'une maladie mentale ou physique. Quel que soit l'obstacle, il est difficile pour la plupart de nos employés d'avoir un emploi régulier. Ils ont besoin d'un emploi qui leur offre de la flexibilité et qui comprenne les hauts et les bas de leur vie. Juste là, un citronnier. Avec des citrons. Voyez? C'est spécial. C'est génial. J'ai raté ma vocation. J'aurais dû être jardinier. Au lieu de ce que j'étais, vous voyez? Ce n'est pas très fréquent, car on devient assez rude, mais on en vient à se soucier de quelque chose et à s'en occuper. Quand j'étais enfant, ma punition était de désherber le jardin. Alors quand je suis arrivé ici, je me suis dit « Oh mais qu'est-ce que je fais? Je m'en souviens, non ?» Mais ce n'est pas comme ça. On entre dans le sol et tout ça. Vous voyez les choses pousser et en fait, c'est vraiment magnifique, non? Ce n'est pas juste quelque chose de beau, c'est la beauté en elle-même. La nourriture pour l'âme a 2 objectifs principaux. L'une est sociale et je pense que l'autre est agricole. Le social, c'est d'abord et avant tout. L'aspect agricole domine et influence le secteur social. En tant que communauté, c'est un endroit où aller, c'est une raison pour se lever le matin. C'était un choix entre quelque chose qui va vous déprimer et quelque chose qui pourrait être positif. C'est là que tu te bloques. Ces gars-là n'abandonnent pas. Si vous ne vous présentez pas, si vous ne vous sentez pas bien, si vous n'y arrivez pas, revenez le lendemain, nous continuerons à travailler. On ne se fait pas virer ici. Et puis, vous ne venez pas tous les jours. Oh, j'ai manqué un jour le mois dernier, et c'est le seul jour que j'ai manqué. Je fais tous les sièges ici, à peu près. Ouais, je suppose que je suis le patron ici. Je dis aux gens où ils doivent être, ce qu'il faut faire. Mais ce n'est que ma 2e année et je continue d'apprendre. Et j'apprends des meilleurs. Lisa est incroyable. Elle est peut-être petite, mais elle est aussi forte. Elle est géniale. Elle nous tient vraiment tous ensemble. Et c'est une bonne désherbeuse. Merci. Au moins, je sais que je ne peux pas rater ça. Pourquoi je fais ça? Certains jours, je ne sais pas. Je veux dire, nous voulons que le monde soit meilleur. Et je pense que, pour moi, l'agriculture a eu un pouvoir transformateur réel dans ma vie. Je viens d'un monde très privilégié.
J'ai fait des études universitaires, payées principalement par mes parents. J'ai grandi dans un foyer stable avec une famille très aimante. Tout au long de ma vie, des gens m'ont dit que je pouvais faire des choses. C'est assez difficile d'arriver dans ce milieu. Vous essayez de trouver un terrain d'entente avec les gens. Je ne sais pas ce que c'est le sevrage des opiacés. Je ne sais pas ce que c'est de ne pas pouvoir obtenir mon ordonnance le matin alors que j'en ai besoin tous les jours. Il y a des jours où je ne peux vraiment pas comprendre ce que vit quelqu'un, mais on peut être compatissant. Beaucoup de gens de l'East Side sont des gens formidables. C'est juste qu'ils ne se jugent pas à la hauteur de la situation. Et c'est la vérité, non? Je suis accro à l'héroïne depuis environ 20 ans. Je lutte contre l'addiction et... cela ne leur importait pas. Comme si cela ne leur importait pas. J'avais des traces des piqûres et ça n'avait pas d'importance. Je n'étais pas jugé, genre, qu'est-ce qui se passe ici? Le pouvoir de ce que nous avons fait ici doit être partagé à la fois par l'influence du sol, des plantes et de la nourriture saine, mais aussi par la communauté de personnes qui ont participé à cette expérience. Il s'agit des personnes. Ce que nous voyons émerger, c'est ce que nous appelons une économie régénératrice. En termes très simples, nous avons cette conversation car nos corps se sont régénérés et continuent de se régénérer. Nous sommes donc durables parce que nous nous régénérons. Et c'est ainsi que fonctionne l'univers tout entier. Et nous le voyons partout. Nous sommes généralement guidés par l'intuition d'un entrepreneur qui n'a pas de cadre théorique en tête. Il en a l'intuition. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une propriété émergente. Et il est étonnant de constater à quel point ces schémas se répètent souvent. La coopérative London Brown est située dans le Old East Village de Londres. Une communauté soudée, dynamique, une communauté qui a vraiment sa propre identité et qui va de l'avant. Je suppose que cela trouve son origine dans le fait que mon ami Marcus a reçu un livre d'occasion pour son anniversaire. Papazian's, New Complete Joy of Home Brewing. Il m'a envoyé un email pour me demander « Tu veux brasser de la bière ?» J'aimais la bière et je ne savais pas qu'elle pouvait être fabriquée. Nous brassions ensemble dans mon garage, juste avec quelque chose que nous avons construit. Il s'agissait d'un système alimenté par gravité et alimenté au propane. Nous ne l'avons même pas peint pour qu'il soit beau. C'était très utilitaire. Il fabriquait de la bière, de la très bonne bière. Tout le monde passait un bon moment à préparer la bière et à discuter. Et d'habitude, la bière suscite de bons débats, rassemble les gens. Il s'agissait d'un système très improvisé que nous avions mis en place, puis la porte du garage grande ouverte pour que les vapeurs de propane puissent s'échapper. Et nous étions juste en train de nous amuser à brasser de la bière. Et nous avons commencé à réaliser que ces recettes étaient en fait appréciées par les gens. Ça commençait à fonctionner. Et nous avons examiné différents modèles de brassage coopératif, des moyens permettant à une brasserie d'être financièrement viable tout en étant détenue collectivement. Et nous n'arrivions pas à le comprendre. Nous avons donc continué à brasser, mais nous avons simplement agrandi le cercle. À ce moment-là, c'était moi, Dave. Dave plaisante souvent en disant qu'il s'est impliqué car il avait un garage. C'est partiellement vrai. Je pense que les gens veulent participer aux grandes décisions qui comptent. La manière de structurer, cela devient vraiment délicate. Nous devons l'apprendre. Cela ne vient pas naturellement. La coopérative est simplement une structure de propriété où chaque membre dispose d'une voix. Vous réunissez un groupe de personnes, tout le monde a un droit de vote, et vous créez une entreprise, une banque, un magasin ou une ferme. C'est une structure très simple. Nous nous sommes délibérément installés dans le Old East Village. C'est un quartier que nous adorons et dans lequel beaucoup d'entre nous vivent.
Nous voulons faire partie de cette communauté. Ne pas avoir une opération énorme qui crache de la pollution, mais avoir une brasserie communautaire, une chose à laquelle tout le monde sent qu'il peut faire partie. Tout le monde pense qu'ils font des choses dans l'intérêt de la communauté. Les coopératives sont un très vieux modèle commercial. C'est un modèle commercial encore sous-utilisé. Et en principe, il vise une répartition plus équitable du pouvoir et de la richesse. Nous pouvions juste prendre quelques notes positives et ensuite apporter des améliorations peut-être. L'idée est très belle quand on pense à la façon dont elle peut fonctionner et à la façon dont tout le monde travaille ensemble. Comme un vendredi ou un samedi soir peut-être, lorsque nous allons être occupés à la cave. C'est un membre, une voix. Ce n'est pas $1 une voix. Peu importe la part que vous détenez dans l'entreprise, le montant que vous avez investi. C'est que vous avez un intérêt dans le résultat. Il n'y a donc pas besoin de président ou de secrétaire, mais ils disent qu'il en faut un. Quel type de société n'a pas de président? C'est donc une question d'engagement. Il s'agit du fait que les employés ont autant de contrôle sur leur lieu de travail que celui-ci en a sur eux, n'est-ce pas? Au fond, nous sommes des personnes qui s'entraident. Je pense que beaucoup de mes collègues perçoivent notre travail de cette manière. Dans une structure peu coopérative, l'expérience peut être tout autre. Mais lorsqu'un environnement favorise l'entraide, il amène chacun à regarder son travail autrement et donc à travailler autrement. On ne nous apprend pas à coopérer et on ne nous apprend pas à faire confiance. Pensez à tous les jeux de société auxquels nous jouions quand nous étions enfants. Je me souviens d'avoir joué avec mes cousins au Monopoly. Il s'agit d'être au sommet. Il est très difficile de travailler ensemble. Le but d'une coopérative de travail associé est la démocratie entre les travailleurs. Lorsque tout le monde a une voix égale, il peut être difficile de parvenir à un consensus. L'interaction humaine est difficile, surtout lorsqu'il n'y a pas de hiérarchie qui dit que quelqu'un est le directeur. Voilà ce que nous allons faire. Nous pouvons tous travailler ensemble pour atteindre les objectifs de quelqu'un d'autre. Pour moi, la coopération signifie donc décider ensemble de ces objectifs. Et peut-être que l'avantage d'avoir une brasserie, c'est que vous vous réunissez et que vous avez une sorte de style de café habermasien où tout le monde débat. C'est ça la démocratie. Pas seulement une voix exprimée par un vote, mais une véritable voix qui se construit au final. Eh bien, nous allons avoir un bébé dans quelques mois, très bientôt. Cela introduit un autre aspect de la planification à long terme dans nos réunions de coopérative et dans son développement. À quoi ressemble alors un congé de maternité? Et le congé de paternité, c'est à nous d'en décider, n'est-ce pas? Sera-t-il possible pour moi de m'éloigner de mon travail quotidien pendant 3-4 mois, voire plus? Ce qui nous amène à une autre complication, à savoir où trouver plus de personnes qui ont la même vision et le dévouement que nous avons dans notre travail. Qui m'a dit l'autre jour qu'il ne fallait jamais faire affaire avec ses amis? Et c'est juste que je ne sais pas avec qui je voudrais travailler sinon. Car s'ils ne te connaissent pas, s'ils ne connaissent pas ton histoire, comment peuvent-ils comprendre d'où tu viens? Il peut être très difficile d'être coopératif à tout moment, n'est-ce pas? Travailler de manière démocratique et s'assurer que tout le monde participe. C'est, encore une fois, une réalité dans le monde de l'entreprise. Vous avez un enfant, vous partez en congé et vous prenez du retard. Ce serait peut-être plus facile à faire s'il ne s'agissait parfois que d'un simple commerce. Si vous n'aviez pas à vous occuper des relations et de la coopération, vous pourriez être en mesure de faire quelque chose de bien plus efficace que ce que nous avons fait. Mais ce ne serait pas nous qui le ferions, ce serait quelqu'un d'autre. Je suppose que j'étais arrivée au bout en matière de recherche d'emploi. J'avais postulé pour plusieurs choses, mais je n'arrivais à rien. J'ai vu cette offre d'emploi.
quelqu'un qui sait comment travailler avec la nourriture et qui peut parler au chef. Eh bien, c'est à peu près ce que j'ai fait toute ma vie. Ce poste est donc fait pour moi. Techniquement, je suis vendeuse, mais c'est peut-être pour cela que je suis bonne en vente, car je n'aime pas les ventes. Je laisse simplement la qualité de ce que nous faisons parler d'elle-même. Et soit ils le veulent, soit ils ne le veulent pas. Je ne veux pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est comme si c'était malhonnête. Mon travail est ce que j'appelle le contrôle qualité. De tout ce que vous voyez ici, je m'assure de tout passer en revue avant qu'il n'arrive ici, afin que tout soit parfait et le meilleur possible. L'une des choses qui ont toujours fait la réputation de la nourriture de l'âme, c'est qu'elle a toujours été une question de qualité. Nous ne vendrions rien que nous ne mangerions pas nous-mêmes, ou probablement mieux que ce que nous mangerions nous-mêmes. Et un autre avantage que certaines personnes n'obtiennent pas, c'est que je peux travailler sur le marché. Je vois donc le produit fini, puis je vois les personnes qui achètent ce produit à un très bon prix, et je vois à quel point elles en sont satisfaites. Les gens sont satisfaits de notre produit, et j'adore ça. Ce qui est formidable avec les Soul Food Farms, c'est qu'ils connaissent leur communauté, leur quartier, et il est important qu'ils soient proches. Une autre raison pour laquelle nous les choisissons, c'est qu'ils comprennent les difficultés que nous rencontrons. Nous sommes très petits, et chaque jour, le menu change. Il dépend de la saison, de ce qui est frais et de ce dont ils sont fiers. Ils nous l'envoient et nous nous en inspirons. Cela s'incarne dans ce que vous ressentez lorsque vous avez terminé ce travail et vous voyez quelqu'un qui a mangé la nourriture et qui revient et vous dit à quel point c'est incroyable. Ce sont ces choses qui sont si intangibles et si difficiles à évaluer. Ces viaducs seront démolis dans 4 ans. Et quand ce sera le cas, là où nous sommes assis en ce moment, où poussent ces merveilleuses cultures, les carottes, les trévises, la roquette, le persil et tout ce qui se trouve ici, seront remplacés par des gratte-ciel. Et des gens vivront sur cette terre où nous nous trouvons actuellement, à 20 ou 30 étages, le plus loin possible de là. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parcourir le couloir du Old East Village, où nous souhaitons maintenir notre présence en tant que brasserie, en recherchant des espaces potentiels. À l'heure actuelle, nous sommes dans une location, donc si nous pouvions potentiellement acheter un bâtiment, ce qui semble plus logique, même en le partageant avec d'autres entreprises, c'est ce qui nous intéresse. Nous faisons donc des visites. Il y a beaucoup d'opportunités, de nombreuses options. Et nous essayons simplement de déterminer quelles options sont en fait des opportunités et quelles pourraient être des difficultés financières. Le deuxième niveau a été rénové. J'ai investi 75 000 $, tout neuf. Je veux dire, ce serait le rez-de-chaussée de la skateboard coop, non? Quel est le suivant? 658. Oui, allons-y, tu veux le voir? Ouais, nous aimons la skateboard coop, ce sont de bons gars. Nous ne plaisantons pas avec leur place. Oh non, ils sont cool. J'ai déjà un endroit pour eux. Ils pourront venir là, que vous l'achetiez ou non, parce qu'ils veulent y aller. Nous leur en avons déjà parlé. Je leur en ai parlé il y a quelques semaines. Ce bâtiment, Oui, si vous le voulez, ils s'en occupent. Faites-moi confiance. J'adore ces gars. Non, nous sommes là pour rester aussi longtemps que possible. Eh bien, c'est ce que nous avons dit.
Nous sommes du genre à ne pas vouloir y jeter un œil si vous restez. Il essaie aussi de vous convaincre d'acheter le bâtiment. Eh bien oui, c'est sympa. Non, c'est juste savoir si c'est le bâtiment que nous voulons. Oui, c'est génial. Et nous soutenons cette idée à 100%. Nous allons donc arrêter de chercher pour l'instant. Oui, nous voulons rester ici. Il est possible que si cela ne fonctionne pas pour nous ici, nous essayons de récupérer le bâtiment père et fils, mais c'est 100% comme... Où vous voulez être? Ouais. Oh mec, allons-y. Oui, maintenant nous sommes juste en tournée. Oui, c'est ce qu'on vient de nous dire en retour. On se dit, quoi? Désolé mec, on ne le savait pas. Oui, mais avec un certain niveau d'honnêteté. C'est l'occasion de commencer à parler de ces absurdités de propriétaires, des propriétaires de ces bâtiments. Ce sont des journées intéressantes. Nous avons fait un tas de choses et nous prévoyons de faire une rampe ce soir. Jim demande, que faites-vous ici? Nous voulons ce bâtiment. Genre, ces gars sont amis. Ce n'est pas bon. Ouais. Nous devons donc tout nettoyer. Il faut que les petites entreprises qui n'ont peut-être pas beaucoup de capital pour acheter un bâtiment aient au moins une attente raisonnable que le bâtiment ne leur sera pas retiré dès qu'il deviendra rentable pour quelqu'un d'autre. Ce quartier offre une opportunité réelle dans la mesure où il peut devenir, si nous le voulons, un lieu où tous sont acceptés, où nous avons un quartier mixte et où les gens de toutes les tranches de revenus, de tous milieux, de tous horizons, ont la capacité d'interagir et de mener une vie agréable. C'est ce que nous visons. Il y a de gros obstacles sur notre chemin et directement ce sont ceux qui contrôlent la propriété qui nous barrent la route. Ce n'est pas de l'argent. Je veux dire, l'argent est une nécessité dans ce monde, mais ce ne sont vraiment pas la relation que nous essayons d'établir. La collaboration est finalement une approche plus durable que la concurrence, alors que notre système capitaliste concurrentiel à Wall Street, comme partout ailleurs, repose sur une conception erronée de Darwin. Darwin parlait du plus apte, mais il n'a jamais utilisé l'expression « survie du plus apte ». Il employait plutôt le terme « le plus apte » pour désigner celui qui s'adapte le mieux à l'ensemble du système et non le plus fort. Je m'appelle Tiberius Brastaviciana, mais les gens me connaissent sous le nom de Tibi. J'avais 14 ans lorsque je suis arrivé au Canada. J'ai fait une maîtrise en physique appliquée à l'Université de Montréal, sur les applications du laser à la biologie et à la médecine. Je travaille ici au laboratoire Sensorica. Sensorica est un nouveau type d'organisation où l'on est libre d'adhérer, de prendre des initiatives et de lancer de nouveaux projets. Il s'agit d'une entreprise commerciale où l'on travaille en collaboration avec d'autres personnes et où l'on partage les revenus en fonction de la contribution de chacun. Il s'agit d'un réseau décentralisé et il n'y a pas de patron. Nous nous concentrons sur la production de matériaux, c'est-à-dire sur le matériel informatique. Nous assemblons les choses électroniques. Nous essayons de résoudre comment des matériaux pourraient être produits de manière ouverte. Sensorica a commencé par se concentrer sur le matériel informatique d'open source d'haut de gamme. Prouvons d'abord que l'open source peut produire des instruments scientifiques. Il y a 5 ans, le matériel informatique open source n'en était qu'à ses débuts. Maintenant, nous voyons maintenant des drones et des imprimantes 3D. Ces deux secteurs sont pilotés par des sources ouvertes. Il s'agit du centre névralgique principal du réseau, où tout se passe, où le matériel est fabriqué, prototypé et produit. Et il y a d'autres personnes qui travaillent dans leurs laboratoires domestiques à travers le monde, qui réalisent du prototypage et que nous reproduisons ensuite ici. Nous démocratisons ainsi l'accès au monde des microns. Traditionnellement, ces pièces peuvent coûter des dizaines de milliers de dollars. En open source, cela représente peut-être 20% du coût, ce qui permet aux laboratoires universitaires des pays émergents de mener leurs recherches scientifiques. J'ai une formation en laser, donc tout ce que vous voyez avec l'optique. La fibre optique, c'est ma contribution au projet. Du côté mécanique et électronique, ce sont ces personnes qui ont contribué. Il s'agit d'un travail de collaboration.
Il y a de nombreuses sections différentes ici. Voici notre imprimante micro 3D qui sera utilisée pour la conception de puces micro 3D. Nous ajoutons une fibre optique de la taille d'un cheveu. C'est donc comme un stylo de lumière qui solidifie ou polymérise la résine que vous mettez à l'intérieur et vous êtes en mesure de faire de très petites structures. Il faut encore un peu d'intégration, mais la preuve de concept est faite. C'est donc un projet qui sera bientôt financé par le crowdfunding, l'imprimante la plus petite du monde. Ici, les gens sont motivés par la prochaine grande innovation sur laquelle ils peuvent travailler et qui pourrait révolutionner le secteur. Des dispositifs microfluidiques à la démocratisation des tests alimentaires et de l'eau, jusqu'à l'automatisation des jardins, voici l'équipement électronique essentiel et les logiciels pour le faire fonctionner. C'est ce que nous appelons affectueusement l'iPot, un pot de fleurs complètement autonome. Nous avons un capteur de température et d'humidité atmosphérique, de sorte que la plante sait si l'air est sec ou si l'air est très humide et qu'elle connaisse la température. Et ici, nous avons un capteur de lumière, de sorte que la plante sait quand éteindre la LED en fonction de la quantité de lumière qu'elle a reçue pendant la journée. Les instruments scientifiques qui réduisent le coût de l'innovation permettent aux populations d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud de rattraper leur retard en matière de développement scientifique. Le véritable changement se produit lorsque les relations économiques changent. L'idée était donc de créer de nouvelles organisations économiques axées sur ces nouveaux principes, en respectant certains principes fondamentaux qui sous-tendaient ce qui existait déjà. Construisons donc l'entreprise du futur. Et c'était la valeur initiale de ce réseau sensoriel. Tout d'abord, tu dois libérer tout l'air que tu as pour pouvoir sauter dans l'eau. Puis tu peux essayer d'attraper les étoiles en expirant. D'accord ? Breathing Games est un projet que nous avons lancé pour les enfants atteints de fibrose kystique. Il s'agit vraiment de rendre la thérapie amusante. Suivre le traitement représente un véritable défi pour les malades chroniques. Et environ une personne sur deux n'arrive pas à le suivre bien. C'est un exercice qu'ils doivent faire tous les jours. C'est donc assez fastidieux et ennuyeux. Les jeux rendent donc la thérapie amusante, mais ils leur indiquent également si leur respiration est trop lente ou trop forte. Nous connectons simplement cet appareil médical à l'ordinateur afin de pouvoir utiliser les données pour le jeu et pour la recherche. Pour les hôpitaux, cela coûte au moins 1 500 $. Ce n'est donc pas quelque chose que l'on peut avoir facilement à la maison. Si nous incluons toutes les pièces que nous prévoyons d'ajouter, telles que la carte mémoire et la batterie, cela coûterait environ 200 $. Dans une phase ultérieure, nous voulons créer une puce électronique, ce qui réduirait le coût à peut-être 60 ou 80 $. Le coût de l'innovation grâce à l'open source est très bas. Ces produits peuvent représenter 10% du prix du marché. Vous faites donc baisser le coût d'innovation et vous réduisez certains coûts de production ou d'assemblage. Voici le fichier imprimé dans votre atelier d'impression 3D local, puis assemblé à la manière IKEA. Cela réduit réellement le coût d'un produit. Avec des licences ouvertes similaires, quelqu'un pourrait s'en emparer, l'améliorer et le partager à nouveau. Une fois terminé, le mode d'emploi sera mis à la disposition du monde entier et toute personne ayant la capacité de reproduire l'appareil pourra le faire. C'est gratuit, mais il y aura aussi un aspect commercial potentiel. Comment cela va-t-il fonctionner ? La question est de savoir si le matériel open source est un modèle commercial viable. Vous avez quelque chose à la maison pour faire cuire quelque chose, pour faire du pain ? Tout le monde là, non ? Pourquoi ne pas faire son propre pain ? Nous trouvons des tonnes de recettes sur Internet. Pourquoi ne pas le faire ? Et ensuite, vous gagnez de l'argent grâce à la commodité. Vous dites, je peux vous fournir les pièces détachées, je les mets dans un sac et je vous les envoie. En open source, les entreprises survivent aussi grâce au service. Les gens demandaient oui, mais si vous ne pouvez pas breveter, comment pouvez-vous protéger ? Les gens vont vous copier. Vous pouvez rassembler votre équipe pour protéger votre idée et la développer, d'accord ? Mais ensuite, vous la brevetez et vous la protégez.
Et si demain quelqu'un pensait à quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé, l'améliorait et lançait soudainement sa nouvelle technologie, meilleure que la vôtre, qui est obsolète, donc votre brevet est inutile. C'est un chemin que nous sommes en train de découvrir. Je suis assez convaincu que le cadre régénératif est le bon cadre. Et un cadre régénératif signifie qu'un système s'auto-organise, se ravitaille et apprend par lui-même. Et donc, nous le voyons dans de nombreux projets dans le monde. Elle est émergente. Avons-nous mentionné de ne pas vibrer ici? Ou est-ce que nous étions en train de vibrer? Devons-nous faire du vibrato alors? Pas de vibrato, d'accord. Oui, d'accord, essayons cela. Tu veux essayer ça? Oui, recommençons. Un bon auditeur est quelqu'un qui peut comprendre un sens au-delà de ce que les gens disent réellement. Très peu d'entre nous trouvent immédiatement les mots justes. Surtout lorsque nous voulons vraiment expliquer ce que nous ressentons. Et une bonne écoute, c'est aussi sentir ce qui se cache derrière ce que les gens disent en apparence. Si tu joues plus vite, on ne peut pas jouer ensemble, ça ne marche pas. Et je pense que tu vas chanter entre nous, donc c'est difficile pour lui aussi. Essayons encore une fois pour voir si nous pouvons le ressentir un peu plus ensemble en tant que groupe. Si vous décriviez Lumio à votre frère, je pense que vous diriez que Lumio est une technologie simple qui permet aux gens de se réunir pour discuter d'un problème, générer des idées et parvenir à une compréhension commune claire et à une décision sur les mesures à prendre ensemble. L'idée est née de notre expérience lors du mouvement Occupy quant à la possibilité d'une prise de décision collaborative lorsque le processus est bien organisé. Cela peut être totalement incroyable, voire transformateur pour les gens. Lorsque des points de vue diversifiés peuvent véritablement alimenter un processus de collaboration, les groupes peuvent finir par prendre des décisions plus intelligentes que n'importe quel individu ne le ferait seul. Au Red Victorian, nous invitons de nombreuses personnes à participer au processus de prise de décision et pour cela, nous leur fournissons un lien vers Lumio. J'aimerais que les gens réagissent dans les 24 à 48 heures sur le fil Lumio, afin d'avoir un premier retour pour entamer la discussion. Certaines décisions se prennent entièrement sur Lumio, d'autres nécessitent aussi une partie hors ligne. Pour les sujets importants, nous poursuivons la discussion en Lumio, puis en personne, afin d'examiner ensemble les nuances. Alors, veut-on mener ce combat comme s'il était le nôtre ? Ainsi, lorsqu'une discussion arrive au point où un membre du groupe pense « Hey, nous pouvons prendre une décision ici, j'ai une idée, c'est ce que je pense que le groupe devrait faire, il peut faire une proposition ». Vous avez donc la discussion à gauche de l'écran, la prise de décision à droite et une proposition toujours limitée dans le temps. On aboutit toujours à une conclusion claire. Il y a ce genre de divergence dans la discussion, puis vous convergez vers un résultat commun. Les personnes participent à une décision en cliquant sur l'un des 4 boutons. Vous pouvez soit être d'accord, soit vous désinscrire ou vous abstenir, soit être en désaccord, ce qui signifie « Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure idée, mais je ne vais pas empêcher le groupe d'avancer » ou bien bloquer lancer un signal d'alarme, ce qui revient à dire « J'ai une préoccupation sérieuse à laquelle j'aimerais que l'on réponde avant d'y continuer ». Je pense que Lumio est vraiment intéressant, car il permet aux gens de prendre le temps de gérer leurs émotions, puis de les traiter, souvent de manière plus constructive, en écrivant ce qu'ils pensent. Il y a toutes sortes de choses horribles qui se produisent en ligne, comme l'harcèlement, mais Lumio est conçu pour ça. Si nous concevons des environnements en ligne de manière à faciliter certains types de comportements, cela favorise vraiment un dialogue respectueux
et constructif. Il s'agit vraiment de personnes qui s'unissent pour atteindre un objectif commun, d'une manière qui fonctionne pour toutes les personnes impliquées. Et c'est aussi simple que cela. Les enfants comprennent ce principe. Vous savez, nous avons des enfants de 12 ans qui utilisent Lumio efficacement dans leurs écoles, les parents et les enseignants prenant des décisions ensemble. Je pense que Lumio catalyse vraiment ce genre de conversation car il permet de saisir et de percevoir des nuances. Et ce n'est pas seulement la technologie en elle-même, mais aussi les formes de collaboration qu'elle rend possible. Cette idée selon laquelle nous attendons de notre gouvernement qu'il soit démocratique, mais que nous acceptons sans problème la tyrannie ou la dictature sur notre lieu de travail, alors que c'est là que nous passons 8 heures par jour pendant la majeure partie de notre vie. J'ai bon espoir que cela soit en train de changer. J'ai l'impression qu'un véritable mouvement est en train de naître pour changer cela. Il s'agit simplement de personnes qui se réunissent pour réaliser quelque chose en matière de création de valeur. Et nous avons trouvé que la structure coopérative était totalement suffisamment flexible pour offrir une marge réelle de manœuvre, pour s'adapter, pour organiser les choses d'une manière résiliente qui implique une spécialisation et qui répond le plus efficacement à la mission sociale. À Sensorica, nous avons trouvé un système de comptabilité de la valeur où nous pouvons enregistrer notre temps et, dès que nous avons des finances, nous pouvons utiliser l'enregistrement que nous avons créé pour redistribuer l'argent. Sensorica est un réseau où les gens viennent, collaborent sur différents projets. L'idée est que le système que nous avons mis en place capture toutes les contributions des différents individus dans le contexte de ce projet particulier. Ensuite, nous décidons comment partager les bénéfices. Selon l'équation de valeur, qui est un contrat social sur lequel nous nous mettons d'accord avant le début du projet. Il y a donc 5% qui est consacré au maintien de l'infrastructure et du laboratoire. On a cette petite partie que personne ne doit manger. Et maintenant, voici un gars qui a contribué, disons, un quart. Notre système permet à n'importe qui dans le monde de contribuer autant ou aussi peu qu'il le souhaite. Pourtant, quelqu'un va obtenir juste une petite pièce, et c'est très bien, car ce type fait probablement autre chose. Il travaille sur d'autres projets, et c'est sa petite contribution. Tiens, je vais prendre ce morceau. Je vais être modeste. Si conservateur, si modeste. La façon dont je suis arrivé à l'économie participative, c'est en ayant été choqué par mon emploi précédent. En 2006, j'ai quitté Montréal pour la Silicon Valley à San Francisco, et c'est là que j'ai obtenu mon premier emploi en tant qu'ingénieur dans une entreprise fabriquant des lasers. J'étais très investi dans mon travail, puis la crise de 2008 a montré comment on traite ceux qui ne sont plus vus comme des actifs. En cherchant des solutions en ligne, j'ai compris le pouvoir que donne Internet aux individus et aux groupes. Ma frustration s'est alors transformée en moteur constructif. Quand je suis arrivé au Canada, je connaissais juste un peu l'anglais, pas beaucoup, et je ne parlais pas français. Le Canada était assez ouvert à l'immigration en provenance de Roumanie à l'époque. Je pense que la deuxième communauté qui nous a adoptés était la communauté italienne. Nous parlions italien et ils étaient plus établis que les Roumains qui venaient d'arriver. Alors, tu as commencé ici en tant que serveur, c'est ça? Exactement, c'est ça. Je ne parlais ni français ni anglais. J'ai juste commencé à travailler ici. Et puis lentement, j'ai commencé à prendre des commandes. Tony venait toutes les semaines. C'était une belle époque, mon ami. Et tout d'un coup, tu es devenu intelligent. Quoi que tu fasses, j'espère que cela changera quelque chose. Que penses-tu du changement? Si cela vient de vous, c'est probablement une bonne chose. Mon père habite en Roumanie. C'est la capitale de la pastèque. C'est donc quelque chose que nous mangeons tous les jours. Avez-vous besoin d'aide pour le manger? Oui, allez-y. Ma mère devient folle quand elle voit comment nous mangeons. Je connaissais la vérité depuis mon plus jeune âge, car mon père était très ouvert à ce sujet. Mon père était en prison en Roumanie quand il était jeune. Il s'est toujours opposé au régime. J'ai donc grandi dans un environnement où l'idéalisme passe avant tout. Ce sont des parents très encourageants.
en parlant toujours de ce que les gens ont fait pour la société. C'est donc profond. Ils ont tout laissé tomber pour sortir du pays, et c'était pour nous donner un meilleur avenir. Les gens en viennent à ce genre de notion que j'appelle construire la prochaine société, construire le prochain système. Ils y viennent pour différentes raisons. Certains sortent de la souffrance, de la pauvreté et de difficultés insoutenables. Soit on essaie quelque chose de nouveau, soit on a de gros problèmes. Une autre partie, en quelque sorte, c'est culturel, mais il y a aussi des gens qui ont vraiment envie de s'éloigner de l'individualisme d'une manière ou d'une autre. C'est la soif de ce que la communauté peut apporter. Parfois, nous pouvons simplement écouter la musique. La première fois, ce n'est pas très bien, mais même sans paroles, ça se transforme en quelque chose. Nous donnons et recevons tous en même temps. Les maires de Thorncliffe Park voulaient faire de cet endroit un lieu meilleur pour tout le monde. Je suis originaire d'Inde et l'un des amis de mon mari nous a fait visiter Thorncliffe Park et dès le premier jour, nous nous sommes sentis chez nous. Le lendemain, lorsque nous nous sommes levés et que nous avons voulu nous promener dans le quartier, nous sommes entrés dans le parc et nous n'étions vraiment pas satisfaits de son état. Mais lorsque nous sommes ici, nous devons réparer les choses. Nous avons appris l'existence de nombreuses femmes qui vivent dans ces immeubles d'habitation, la plupart du temps des immigrés, et qui exercent une activité professionnelle à domicile. Elles ramènent des objets de leur pays d'origine et les vendent à leurs voisins, à leurs amis, à un très bon prix, ce qui leur permet d'avoir un revenu complémentaire. Lorsque nous nous réunissons, nous parlons de notre jardin. Car toujours, dans notre maison, nous avons une arrière-cour ou une cour. Ici, dans le bâtiment, il n'y a pas d'arrière-cour ou de cour privée. C'est pourquoi nous appelons cela une arrière-cour. Donc, dans le jardin, nous devons avoir des activités. Nous avons donc pensé que c'était une très bonne idée de créer un marché. Un marché qui servira de plateforme aux vendeuses et à ces nouvelles arrivantes, où elles se sentiront en confiance et il leur permettra également de renforcer leur autonomie, de renforcer leur estime de soi et de développer leur clientèle. Le parc s'est complètement transformé. Les gens se sont rassemblés. Ils ont commencé à regarder depuis leurs immeubles et nous avons pu voir le changement dans le parc. Je fais du rôti. En perse, on dit que c'est du naan et la pâte pour le rôti est différente, car pour celui-ci, on ajoute de la levure. Le parc leur sert d'espace commun où elles rencontrent des immigrants et des Canadiens, où elles passent du bon temps en prenant un thé ou un café. C'était le but principal. Nous attendons que le vendredi arrive. Quand le vendredi arrive, nous sortons et nous nous amusons. Il y a quelque chose. C'est juste à cause du marché que nous sortons. En tant que nouvelles immigrantes, beaucoup de femmes subissent régulièrement le stress et l'isolement. Et nous avons pensé que ce marché pourrait servir d'agent anti-stress ou similaire, où les gens se sentent vraiment bien lorsqu'ils sortent à l'extérieur. C'est une bonne chose de donner du pouvoir aux femmes. Elles soutiennent leur maison, leurs enfants. Donc oui, c'est la cause principale et l'autonomisation des femmes.
Avez-vous acheté un plateau pour vous-même? Avez-vous acheté un baldaquin pour vous? L'année prochaine, vous ne viendrez pas au marché. Il y a des défis et il y a des réussites, n'est-ce pas? Nous avons commencé avec zéro, rien dans les mains, mais nous avions une vision forte et cet engagement de donner à la communauté, de retourner à la communauté. La communauté apporte librement ses idées parce qu'elle se sent à l'aise et nous voit comme faisant partie d'elle. C'est un défi d'accueillir toutes les suggestions, mais nous les considérons et retenons celles qui s'intègrent le mieux à notre objectif commun. Son mari est décédé récemment et ses activités lui offrent un revenu complémentaire pour gérer sa maison et s'occuper de ses enfants. Au marché, elle vient avec des amis qui la soutiennent. L'ambiance y est presque familiale. Elles viennent toutes manger ce qu'elle prépare et elles adorent ça. Quand je regarde leur visage, je vois dans leurs yeux un vrai bonheur. C'est, je crois, la véritable valeur de ce marché. Au-delà du soutien financier, il s'agit surtout de créer des liens, des relations et de bâtir la confiance. Elle est très gentille et elle nous soutient toujours. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Il n'y a peut-être aucune récompense lorsque la coopération fonctionne bien. Peut-être que vous êtes juste dans le processus et que le processus est la récompense. Il y a quelque chose de naturellement satisfaisant là-dedans. Désolé, on peut recommencer. Nous n'avons pas commencé ensemble. Si nous ne pouvions pas travailler ensemble, la musique elle-même en souffrirait. Nous ne serions probablement pas en mesure de communiquer en tant que groupe. La musique peut toujours ressembler à de la musique, mais elle ne serait tout simplement pas convaincante. Nous n'aurions pas la qualité biologique que nous recherchons toujours. Devrions-nous le faire encore une fois avec Sung Young maintenant? Et puis je joindrai à la fin, car mon rôle est facile. Voyons comment ça marche. Voici notre moteur, n'est-ce pas? Nous avons ce moteur. Ensuite, nous avons le conducteur de la voiture. Le processus en lui-même est très satisfaisant. Vous passez par des étapes et vous arrivez à un résultat différent, mais toutes les étapes sont agréables. Je dirais simplement que c'est beaucoup plus amusant. Il y a des moments où vous devez jouer comme un soliste, où il y a un passage virtuose dans chacune de nos parties, et il n'y a pas de leader, mais nous sommes tous des leaders aussi. Donc c'est juste une expérience formidable. Je ne sais pas si j'étais méchant ou pas, mais je n'étais vraiment pas un bon gars. Faut laisser tout ça derrière vous si vous voulez grandir, non? C'est donc ce que j'ai essayé de faire. Les fermes en elles-mêmes, par la nature même de ce que nous faisons ici, sont en quelque sorte de grands égalisateurs. Si vous êtes en train de cueillir des radis, de remplir des boîtes ou de planter des arbres, peu importe votre histoire et les souffrances que vous avez endurées, cela vous met vraiment dans la situation. C'était une bonne occasion d'entrer un peu dans le domaine des dons, vous savez. Vous travaillez un peu pour votre communauté, non? Au lieu d'en tirer tout le temps. Ce n'était pas une grande idée d'aller secourir des gens. Notre idée était simplement de mettre la table ici
de le faire avec de la terre et des graines, de cultiver de la nourriture et de laisser pousser cela. Un processus à faire. Qu'est-ce que cela fait pour nous tous? Les gens me demandent pourquoi je fais de l'agriculture. C'est autant pour ma santé mentale que pour tous ceux qui travaillent ici. Je ne suis pas différent. Nous avons chacun nos particularités, mais nous nous ressemblons aussi sur des aspects. C'est spirituel pour moi aussi. C'est comme si vous mettiez quelque chose, une graine dans le sol. Vous le nourrissez, vous vous en occupez, et cela vous donne quelque chose en retour. C'est quelque chose qui change, ça te change. Nous avons survécu à beaucoup de choses insensées, mais je pense que c'est suffisamment important pour les personnes avec qui nous travaillons pour que cela continue. Et c'est suffisamment important pour inclure davantage de personnes qui n'ont pas pu participer. Et notre objectif n'est pas, contrairement à la plupart des agences de services sociaux, de diplômer les étudiants pour les envoyer plus loin. Non, nous voulons qu'ils restent aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Oui, vous êtes ma famille. Je me suis demandé qui est ce type. Vous aviez un côté un peu dur. Vous aviez un côté un peu dur. Eh bien, je n'étais pas très intégré socialement non plus. Vous étiez nouveau, pas vrai? Je l'étais. Ce type a le cœur le plus doux. Vous entendez ça, les gars? Il vaut mieux que ce soit enregistré. Il a un bon cœur. J'aurais peut-être besoin un jour comme preuve de moralité. C'est exact. Non, je veux dire, ça m'étonne. Quelqu'un qui a vécu le genre de choses que vous avez vécu et que vous êtes. Je l'apprécie, Michael, vraiment. D'ailleurs, vous n'avez pas le monopole de la souffrance. Oh oui, je le sais. Je dis juste, je devais le faire pour moi autant que pour n'importe qui d'autre. C'est la vérité. C'est difficile à admettre, mais c'est vrai. J'ai mes propres problèmes à régler. En fait, la musique est un peu le reflet de la vie. Ce média permet d'avoir une conversation avec différentes personnes à différents moments. Et si ça marche bien, c'est vraiment bien. Et il est très clair pour moi que pour avoir un système sain, la finance est une pièce d'un ensemble plus grand et doit être au service de cet ensemble. Le principe de base de l'investissement est d'investir de l'argent pour en créer davantage à la fin. C'est ce que nous appelons le rendement du capital, mais il s'agit d'argent investi pour créer plus d'argent. Nous avons donc amassé beaucoup d'argent tout en détruisant l'atmosphère. Ce n'est pas durable. Nous avons le sentiment qu'il faut aller au-delà de la simple recherche du profit, qui ne tient aucun compte de ce qui arrive à l'environnement. Un autre aspect est humain, communautaire, qu'il essaye de construire un sens différent de la communauté. Mais ces thèmes, la démocratie, la modification de la propriété des richesses, l'environnement, la communauté, la participation, sont des thèmes que nous voyons se développer dans de nombreuses régions du pays et du monde. Je pense à la première fois que la bière a été servie au Rootsela et c'était une sensation incroyable. Et vous vous rendez compte que les gens apprécient ça? Il n'y a pas que nous. Il y a un bon mélange de jeunes, de personnes âgées, de femmes et d'hommes, de personnes qui arrivent et qui n'ont peut-être pas l'impression que la culture de la bière leur parle vraiment actuellement, qui peuvent se sentir aliénés. Je pense que notre approche aide à égaliser les règles du jeu où l'on se dit, oui, que c'est une bonne boisson. J'adore les bières artisanales. C'est juste que je le fais. Et vraiment, à Londres, il n'y a pas beaucoup d'options en ce moment. Et dès que je les ai trouvées, je suis contente d'avoir une bière que j'apprécie. Et l'idée de la coopérative dans son ensemble est tellement cool. En fait, je n'en ai jamais fait l'expérience en matière de bière. Les grandes brasseries vendent en volume, et c'est leur marché. Plus ils peuvent vendre, mieux c'est.
Il y a beaucoup de bières où tout a le même goût, mais celles-ci, même avec des couleurs différentes, ont vraiment leur propre saveur. Ça vaut le coup de les soutenir. Lorsqu'ils ont nommé certaines de leurs bières, vous reconnaissez le nom de la Springhead Stout. Ce sont des fermes avec lesquelles j'ai grandi. Ils apportent des ingrédients locaux et en font une bière fantastique. Il y a une moralité dans leur entreprise. Ces gars-là ne vont pas devenir riches. Ce n'est pas le but de leur entreprise. Ils supportent la communauté, ils créent des emplois. C'est une façon fantastique de procéder. Nous savons depuis des décennies que si vous faites circuler de l'argent et des matériaux dans une économie locale, vous obtenez des effets multiplicateurs. Ainsi, en faisant circuler l'argent, les matériaux et l'information dans une économie locale, on s'aligne davantage sur le processus de régénération qui se met en place. Ce que j'aime vraiment dans ce type d'engagement communautaire, c'est notre tarte de quartier. C'était donc une base de blé à base de rhubarbe, et cette rhubarbe provenait d'Old East Village. Quelqu'un a donc défendu la cause, elle a fait le tour et discuté dans la rue en essayant de trouver de la rhubarbe dans le jardin des gens. Nous en avons pris plein, nous l'avons mise dans la brasse, et c'était vraiment délicieux. Et je pense que pour nous, encore une fois, c'est très amusant. À l'heure actuelle, nous brassons une bière incroyablement inefficace. Ce n'est pas un processus clé en main. Il ne suffit pas d'appuyer sur quelques boutons pour que tout fonctionne. C'est un travail d'amour, mais c'est beaucoup de travail en ce moment. Nous espérons donc rationaliser certains de ces processus grâce à une expansion afin de pouvoir nous concentrer sur le type de valeur que nous pensons que notre bière apporte également. Le brassage est une activité d'économie d'échelle. Il faut à peu près autant de main-d'œuvre pour produire un baril de bière que pour en produire 10 fois cette quantité. La London Brewing Co-op, à sa taille actuelle, ne fonctionne pas sur le plan financier. Nous devons donc passer à l'échelle supérieure. Et pour passer à l'échelle supérieure, nous avons besoin de plus d'espace, de ressources, de temps et d'énergie pour y parvenir. We're going to need some investors, willing investors, to believe in the co-op model, believe in our product, and believe in the local food movement. Je ne sais pas si Josie est déjà venu ici, alors je pense qu'il s'agit d'eux. Démontrer ce qui fonctionne. Ce qui est là. Nous savons à quoi ressemble l'extension, de 225 à 250. Je veux dire, cela n'inclut pas l'achat, mais j'ai une opportunité d'investissement pour vous et vous doublerez votre argent la première année. Contente de vous voir. Oui, c'est bon de vous voir, absolument. Merci de vous joindre à nous. Oui, nous sommes partants. J'adore discuter de ce que nous avons fait ici et peut-être de ce que nous pourrions envisager dans le futur. Le financement peut provenir en partie de propriétaires fonciers qui soutiennent notre vision et notre rêve. Et nous voulons qu'il s'agisse d'un investissement providentiel ou patient, dans le cadre duquel ils croient à l'objectif de nos activités, et pas seulement au rendement fiscal qu'ils en retireront. Je pense certainement à ces objectifs à court terme que l'expansion du réseau de brasseries, qui serait liée à une situation de location. Nous recherchons donc des investisseurs spécifiques qui comprennent notre vision et y croient. Il s'agira notamment de rénover le bâtiment suivant, d'y déplacer la brasserie et de la remettre en service, non? Oui, nous allons vous le transmettre. Oui, absolument. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit là-dedans, faites-le moi savoir. Cela me rend fou quand je commence à parler de cette façon et que les gens disent « Oh, vous êtes un socialiste » ou « Vous êtes un communiste ». Cela n'a rien à voir avec le socialisme ou le capitalisme. C'est ainsi que fonctionnent les vrais systèmes dans le monde réel. C'est la physique, la biologie et l'énergie. Tout est énergie. C'est ainsi que cela fonctionne. Qu'il s'agisse d'une tornade, d'eau bouillante dans une casserole, d'insectes, d'écosystèmes entiers, de corps humains, de conscience humaine, de l'univers entier lui-même. Tout c'est un système vivant qui apprend. Nous sommes à Whistler, en Colombie-Britannique, au sommet de l'économie de l'impact. Nous essayons de mettre au point un nouveau modèle économique pour l'écosystème des médias citoyens. Il y a beaucoup d'énergie dans la salle, avec des hauts et des bas, ce qui est normal pour ce genre d'interaction, de discussion et de travail en commun. Il s'agit donc de bâtir des ponts, n'est-ce pas?
Bâtir des ponts entre le monde ouvert et le monde classique afin que nous puissions établir ces flux de ressources dans ce processus de métamorphose. Nous ne pouvons pas commencer à construire à partir de rien. Nous faisons partie du système et en établissant ces interfaces et la confiance, nous pouvons permettre à ces ressources de circuler. Ce n'est en aucun cas une activité classique, non. Cela ne concerne pas la société qui souhaite maximiser les profits pour ses actionnaires. Je vois les entreprises traditionnelles comme des boîtes. Ce sont des espaces de confinement qui vous limitent dans ce que vous voulez faire. Supposons que vous ayez un projet et que vous vous adressiez à une entreprise. Et la question est de savoir si nous avons le budget nécessaire. Le budget, ce chiffre, est un paramètre qui vous limite. Avons-nous les compétences nécessaires? En gros, vous regardez dans une boîte et voyez ce qu'il y a. Combien d'argent et combien de personnes nous avons? La NASA attribue des nombreux prix dans le cadre d'un modèle de crowdsourcing compétitif. Chaque concours propose un prix à un projet et l'objectif est de déterminer qui soumettra le meilleur design. Le lauréat repart avec la récompense, tandis que les autres participants, malgré des efforts souvent redondants et des dépenses engagées pour concevoir et prototyper leurs solutions, ne retirent principalement que l'expérience acquise. Donc, avec le système de comptabilité de la valeur, pourquoi pas collaborer et enregistrer vos contributions, votre matériel financier, votre temps, tout ce que vous y mettez. Puis vous partagez le prix en fonction de la contribution de chacun. Vous transformez donc le crowdsourcing compétitif en crowdsourcing collaboratif. Vous créez un ensemble d'entreprises qui nourrissent la communauté, un vrai changement de paradigme. Ce n'est pas le capitalisme que nous connaissons, mais quelque chose de vraiment différent. Oui. Alors, il est clair que c'est vraiment la voie à suivre pour moi. C'est une réponse aux grands problèmes d'aujourd'hui. On ne vous paie pas pour ce que vous aimez faire, seulement pour ce que vous n'aimez pas. Je pense que le système capable de créer des moyens de subsistance sans détruire la planète, ni générer de conflits sociaux, est celui qui, espérons-le, l'emportera. Sinon, nous sommes condamnés de toute façon. Je rentrerai chez moi avec le message positif que ce que nous faisons est important, que c'est perçu comme important, ce qui est une validation de ce que nous faisons. C'est pourquoi je pars pour ce genre de moment. C'est la monnaie que je recherche. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Tibi, tu ne peux pas échouer parce que tu es passé par là et que tu as ouvert la voie. » Si Sensorica échoue, cela envoie un message qui me fait dire que maintenant je suis un peu pris au piège avec toute cette responsabilité de montrer que oui, c'est possible. Tout converge vers une économie plus collaborative, c'est certain. Et lorsque vous libérez les gens économiquement, ils sont libres. J'aime bien ce bruit, cette cassette. C'est comme si tu bougeais, mec. Le laboratoire que nous avons aujourd'hui est plutôt bondé. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. C'est un peu dur pour nous de devoir déménager, mais c'est quelque chose que nous devons faire. Nous sommes très fatigués et épuisés. C'est un nouveau chapitre pour Sensorica. Nous sortons vraiment du lot. Nous nous exposons au centre-ville de Montréal. Je me considère comme faisant partie de la nouvelle économie montréalaise. Nous prenons le relais, les gars. Visibilité, présence, légitimité, en plein visage des gens. Lorsque le moment sera venu de partir, vous regarderez en arrière et vous ne compterez pas votre argent ou vos possessions matérielles. Je pense que ce qui vous donnera le plus de satisfaction, c'est de savoir si nous avons laissé une trace. Le plus grand espoir pour l'économie collaborative est de réussir cette transition en douceur sans trop de difficultés, car nous pouvons sentir que nous frustrons les perdants et ils sont puissants. And they're powerful.
Il n'y a pas de terrain. J'espère que nous allons obtenir une superficie au milieu d'un parc qui doit être développé ici. Nous avons besoin d'un lieu permanent. Nous avons besoin de plusieurs sites, mais nous avons besoin d'un site permanent pour remplacer Pacific lorsque les viaducs tomberont. Nous avons besoin de plus de personnes capables de réellement supporter la charge de travail. Je pense que nous pourrions éventuellement y parvenir si les gens avaient le sentiment que l'incitation dépassait leur simple salaire horaire, qu'ils contribuaient à créer quelque chose qui leur reviendrait en retour. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Je veux qu'ils viennent travailler car ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur propre guérison et pour la communauté d'agriculteurs et de mangeurs qui l'entourent. Vous savez, je veux qu'ils ressentent ce sentiment d'appartenance. C'est probablement mieux que les options d'achat d'actions, la propriété partagée ou quoi que ce soit d'autre. Nous avons eu l'idée d'une coopérative, la transformant en coopérative appartenant à des travailleurs. Mais en vérité, qu'est-ce qu'ils y trouveraient? Il n'y a rien à posséder. Ce que nous pouvons donc offrir, c'est cette expérience partagée de ce qui se passe au cours du processus de réalisation de ce travail. Je veux prendre ma retraite ici. J'ai 56 ans. J'aurai 57 ans en novembre. Je pense que c'est mon dernier boulot. Si nous durons aussi longtemps, c'est mon dernier boulot. J'espère que nous y arriverons. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont des boîtes. Nous pouvons remplir les cases. Nous distribuerons tout ce dont nous avons besoin dans les boîtes. Nous avons besoin d'infrastructures. Si nous obtenons l'infrastructure, nous les remplirons et les produits iront bien. Nous sommes bien. Voici ce que le jardin m'a appris. Par exemple, tu n'allais pas t'en empêcher. Il est assez difficile pour les autres de t'aider. Ils ne peuvent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'êtes pas prête à le faire, pourquoi devraient-ils investir tout leur temps à faire tourner leurs roues? Et si je n'avais pas ce travail, où serais-je ces 3 dernières années? Pensez-y, mort dans une ruelle ou dans un pénitencier. Ce sont mes 3 options. Donc oui, la soul food m'a sauvé la vie. Que puis-je dire d'autre? Ça l'a fait. Tu passes par-dessus la carotte ou par-dessus les feuilles? Je passe par-dessus les carottes pour le premier et par-dessus les feuilles pour les autres. À ce stade de ma vie, c'est important pour moi. Passer du temps ici avec mes amis, me sentir bien dans ma peau. Peut-être que je fermerai les yeux ce soir-là en disant « Je n'ai fait de mal à personne aujourd'hui, j'ai peut-être fait quelques bonnes choses. » C'est important pour moi. Qu'est-ce que la vraie richesse? Laissez-moi vous dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas de l'argent. Certaines personnes disent que nous avons besoin d'une nouvelle théorie de la valeur. Nous ne savons donc pas vraiment ce que c'est. Je peux vous donner quelques idées. Alors évidemment, de l'air frais pour respirer, de l'eau potable, l'accès à une nourriture saine, la famille, les amitiés, la communauté, l'art, la beauté, c'est évidemment ce que nous considérons comme la véritable richesse. Et je pense que ce qui est important pour la coopérative, c'est qu'elle évolue en fonction des besoins de ses travailleurs, et pas seulement en fonction des besoins du produit final. Je pense que bientôt, nous ne serons plus seulement 5 copropriétaires. Nous voulons réellement que la coopérative puisse se développer pleinement afin de recruter de nouveaux travailleurs qui partagent nos valeurs. L'idée, c'est que les gens rejoignent le marché du travail parce qu'ils en ont envie, car ils savent qu'ils font partie d'un mouvement plus large. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Bien sûr, le moment est hilarant, car je ne sais pas s'il est légal de nous faire brasser de la bière par des bébés. Je ne pense pas. Non, mais les bébés avec le marketing de la bière artisanale, c'est vraiment mignon.
Nous ne progresserons jamais, vraiment tant que nous ne réaliserons pas que ce n'est pas une corvée d'y arriver. Vous n'avez pas à avoir une vie vraiment désagréable pour servir cette cause. Ça doit être amusant, non? Fondamentalement, il faut vraiment que ce soit agréable. Adoptez cette approche pour repenser le militantisme. Le changement social et notre manière d'organiser le travail est, selon moi, l'un des leviers les plus puissants pour transformer la société. Je ne pense pas que nous allons nous réveiller un jour et dire que nous sommes maintenant dans une économie régénératrice. Il s'agit d'une transition de toute une vie. Et le défi est de savoir si nous allons tout gâcher avant de faire la transition. Les symptômes que nous ressentons vont s'atténuer. Nous nous sentirons différents, en bonne santé. Et puis nous dirons « nous sommes mieux ». C'est une période historique très émouvante et de grandes choses peuvent se produire. Je pense que nous sommes à un moment, peut-être, où nous jetons les bases d'une transformation potentielle, mais aussi d'une irréversible. C'est important dans l'histoire. C'est une époque très intéressante.